Dans cette vidéo, nous allons aborder le 9e livre de la librairie consacré au contrôle de gestion et 4e de la série de 9 vidéos sur le management financier. Le contrôle de gestion est l'activité visant la maîtrise de la conduite raisonnable d'une organisation en prévoyant les événements et en s'adaptant à l'évolution. Il permet de définir les objectifs, de mettre en place les moyens, de comparer les performances passées, futures et les objectifs, d'apporter des correctifs sur les objectifs et les moyens. Ce livre permet de s'approprier différents outils de pilotage de l'entreprise pour améliorer son fonctionnement. Il revient sur les principes généraux du contrôle de gestion, aborde la comptabilité analytique et les tableaux de bord. Nous allons dans la première partie revenir sur les principes généraux du contrôle et par extension du contrôle de gestion. Le contrôle constitue la phase finale de toute décision de gestion. Il sert à mesurer les écarts éventuels entre les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, identifier les causes de ces écarts, mettre en œuvre les actions correctrices qui s'imposent. Le contrôle fait partie de toute action, comme étape nécessaire dans le processus itératif de gestion, décision, action, contrôle, prise d'une nouvelle décision. Ainsi Fayol définit le contrôle de l'entreprise par 5 tâches: prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Le contrôle de l'entreprise est donc large et complexe et les dirigeants doivent alors être capables de réguler 3 dimensions, stratégiques, organisationnelles et humaines. Le tableau suivant résume l'évolution des objectifs et le champ d'analyse du contrôle de gestion avec l'élargissement des demandes pour satisfaire les besoins de l'entreprise. Le concept initial était lié à la productivité, mais avec l'évolution des besoins, le concept de valeur est mis en avant. D'une analyse et suivi de la production, nous sommes passés à une analyse et un suivi de toutes les fonctions et activités. La vision interne a été élargie à l'environnement externe, aux réseaux et partenariats. L'organisation jadis verticale cloisonnée est passée à une structure transversale aplatie. Des données quantitatives et financières, des aspects qualitatifs et physiques ont été rajoutés. D'une analyse statique, ponctuelle, nous sommes passés à une analyse dynamique avec amélioration permanente. L'analyse du passé est devenue rétrospective et anticipatrice. L'analyse opérationnelle intègre désormais des aspects stratégiques et tactiques. Le contrôle de gestion est devenu la zone de prédilection des acteurs décideurs responsables alors que dans le passé il ne concernait que les exécutants. Pour évaluer une stratégie mise en place, il faut introduire une boucle de rétroaction au système, ce qui nécessite des systèmes d'information, SI, précis. C'est l'ensemble des procédures organisées qui permettent de fournir l'information nécessaire à la prise de décision et au contrôle de l'organisation. Le contrôle doit être perçu comme un moyen de pilotage de l'ensemble de l'entreprise. Un moyen pour améliorer le fonctionnement, et non pas comme une sanction. S'il est nécessaire, le contrôle doit être transparent dans l'organisation et nécessite le traitement et la diffusion de nombreuses informations tant auprès des dirigeants, des salariés, des actionnaires, des clients. Le contrôle doit intégrer les 2 dimensions de l'action du gestionnaire. Une dimension interne, le choix du système de contrôle est indissociable de celui de la structure organisationnelle dont il est une partie intégrante. L'ordre des experts comptables définit le contrôle interne comme la fixation des règles et des procédures, et leur respect pour assurer la pérennité de l'organisation. Une dimension externe, le système de contrôle doit garantir la pertinence des choix stratégiques et des comportements face à l'environnement concurrentiel. Sans parler des contrôles techniques physiques, il est possible de repérer 3 niveaux de contrôle de l'entreprise imbriquée. Le contrôle stratégique, il assure la pertinence de la finalisation à long terme. C'est un contrôle global de la performance de l'entreprise, tant de l'efficacité que de l'efficience, que les gestionnaires essaient de mettre en place, avec par exemple, des tableaux de bord stratégiques. Le contrôle de gestion, il définit les objectifs et pilote tout ou partie de l'entreprise dans un horizon temporel d'1 ou plusieurs années, par exemple un contrôle budgétaire. Il s'avère que le champ d'action du contrôle de gestion s'étend et qu'il englobe de plus en plus le niveau stratégique. Le contrôle opérationnel, c'est un contrôle d'exécution ponctuelle de court terme à partir de documents divers, par exemple un contrôle comptable. Le contrôle de gestion pense, propose et élabore des outils de gestion au service du management de l'organisation. Il permet de procéder à des évaluations de la performance, c'est-à-dire l'efficacité, atteinte des objectifs fixés par rapport à l'environnement, l'efficience, gestion optimale des ressources. Le contrôle de gestion est le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources sont obtenues et utilisées avec efficacité, par rapport aux objectifs, et efficience, par rapport aux moyens employés, pour réaliser les objectifs de l'organisation. Ainsi, le contrôle de gestion, défini aujourd'hui comme un outil de maîtrise de la performance, doit traiter et intégrer 4 variables. 1. Le coût, conception, production, distribution, externalisation. 2. La qualité, indicateur, amélioration permanente. 3. Le temps, délai, temps réel, temps réduit. 4. L'organisation, implication des acteurs, changement de structure. Lorsque l'on conçoit un projet, il est nécessaire d'organiser sa mise en œuvre. Cela nécessite d'identifier précisément les activités à mener, d'identifier les moyens nécessaires,
de programmer la réalisation des activités, et de déterminer les rôles dévolus aux différentes parties prenantes du projet. Le diagramme de Gantt, de son fondateur l'américain Henry Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités, tâches, qui constituent un projet. On privilégiera cependant le diagramme PERT, Programme Evaluation and Review Technique, ou le CPM, Critical Path Method, pour ordonnancer le projet lorsque le nombre de tâches et les interdépendances deviennent conséquents. Le contrôle de gestion s'articule sur la planification stratégique et opérationnelle de l'entreprise. La planification est un processus qui fixe, après étude et réflexion prospective, les objectifs à atteindre, les moyens nécessaires, les étapes de réalisation, les méthodes de suivi de celles-ci ainsi que les délais nécessaires. Le plan stratégique définit les orientations générales, finalités et buts de l'organisation, et le plan opérationnel décline les programmes d'action et le plan moyen terme. Il en découle des prévisions pluriannuelles et des budgets annuels. Le contrôle de gestion s'appuie sur les objectifs budgétaires pour mesurer les écarts issus des réalisations au moyen d'instruments tels que la comptabilité analytique et le tableau de bord objet de la deuxième et troisième partie de la vidéo. Pour en revenir au budget, c'est une prévision chiffrée, pour une année, de tous les éléments correspondant à un programme déterminé. Plusieurs principes fondent leur constitution. 1. La décentralisation des responsabilités. Tout budget et tout contrôle budgétaire repose sur une décentralisation des responsabilités et une autonomie conférée aux responsables. 2. Les objectifs et moyens. Le budget définit des objectifs, de coûts, de production, de vente, et octroie concrètement des moyens chiffrés et datés à utiliser au mieux, du financement, du matériel, des hommes. 3. La logique temporelle pour un cycle budgétaire annuel. Les étapes, logique économique, se suivent chronologiquement depuis les prévisions, ensuite la budgétisation, puis le contrôle pour induire les éventuelles actions correctrices. 4. La cohérence. La non-convergence des objectifs est un sous-produit, pervers, du principe de décentralisation. Il faut donc harmoniser les différents niveaux de budget avec les objectifs globaux de l'entreprise. Nous allons passer à la deuxième partie consacrée à la comptabilité analytique. C'est un mode de traitement des données financières ayant pour objectif d'expliquer les résultats financiers. Alors que la comptabilité générale donne une vue globale des comptes de l'entreprise, la comptabilité analytique présente, quant à elle, une vision détaillée de chaque activité. La comptabilité analytique, non obligatoire, dépend complètement de la comptabilité générale qui l'alimente. Le tableau suivant présente une comparaison entre les deux types de comptabilité. La comptabilité analytique s'appuie sur la comptabilité générale pour analyser en profondeur les coûts et les revenus d'une entreprise, permettant ainsi une meilleure gestion et prise de décision. Elle va au-delà de la comptabilité générale en détaillant les coûts par activité, produit, service ou projet, afin d'identifier les sources de profit et de pertes. En d'autres termes, la comptabilité analytique utilise les données de la comptabilité générale pour 1. Analyser les coûts. Ils sont définis comme une accumulation de charges sur un produit. Une charge issue de la comptabilité générale peut être incorporable, c'est-à-dire qu'elle constitue un élément du coût, ou non incorporable. Direct, c'est-à-dire qu'il est possible de l'affectation immédiatement au coût d'un produit, sans calcul préalable, ou indirect, un calcul intermédiaire sera nécessaire afin de l'affecter à un coût. Variable, son montant dépend du volume de l'activité, ou fixe, son montant est stable, peu importe le niveau d'activité. Il existe de très nombreuses méthodes permettant de calculer des coûts en comptabilité analytique. Nous ne présenterons que les principales d'entre elles. La méthode des coûts complets, elle repose sur la distinction fondamentale existant entre les charges incorporables, charges directes et les charges indirectes, et les charges non incorporables. Les charges composant le coût indirect sont souvent les charges indirectes d'approvisionnement, transport des marchandises, de production, électricité, ou de distribution. Chaque charge indirecte est associée à des centres d'analyse dans le but d'obtenir le coût global d'approvisionnement, de production ou de distribution voué à être réparti sur chaque produit. Le coût complet s'obtient par la somme du coût direct, plus le coût indirect d'approvisionnement, plus le coût indirect de production, plus le coût indirect de distribution, commercialisation. La méthode des coûts partiels, elle est fondée sur la distinction entre les charges fixes et les charges variables. Le recensement de chacune d'entre elles permet de calculer la marge sur coût variable, le taux de marge sur coût variable et le seuil de rentabilité, chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise couvre la totalité des charges et dégage donc un résultat nul. Le seuil de rentabilité s'obtient par la formule charge fixe sur taux de marge sur coût variable. La méthode du direct costing s'applique aux entreprises multiproduits ou multi-activités par la méthode du coût variable simple. On ne retient dans cette méthode que les charges variables dans un premier temps. Elle consiste à déterminer les marges sur coût variable par produit, activité. Les coûts fixes déterminés globalement seront enlevés de la marge sur coût variable, ce qui aboutit sur un résultat. La méthode ABC, c'est la méthode des coûts par activité, Activity Based Cost. Elle repose sur la notion de valeur,
Ce ne sont pas les produits qui consomment les ressources de l'entreprise mais ce sont les activités. Les inducteurs remplacent les unités d'œuvre des méthodes traditionnelles. Il s'agit de déterminer, pour chaque objet de coût, les activités auxquelles il a recours et la quantité d'inducteurs consommés par cette activité. La méthode des coûts cibles, cette méthode est appelée le target costing. Le raisonnement est inverse à celui utilisé dans les méthodes classiques. Il part des postulats suivants: le prix de vente est imposé par le marché, les marges sont imposées par les actionnaires et les coûts deviennent une variable d'ajustement. La méthode des coûts préétablis, ce sont des coûts calculés à l'avance pour chiffrer des flux prévisionnels de toute nature en quantité ou en valeur. On distingue deux principes d'élaboration: le coût standard, calculé à partir d'une analyse technico-économique, le coût prévisionnel, calculé à partir d'une observation statistique des données comptables antérieures et d'une appréciation des modifications prévisibles. 2. Évaluer la rentabilité en rapprochant les coûts des revenus. Elle permet d'évaluer la rentabilité de chaque activité, produit, service ou projet, et d'identifier ceux qui contribuent le plus au résultat de l'entreprise. 3. Aider à la prise de décision en fournissant des informations détaillées sur les coûts et les revenus. Elle permet aux dirigeants de prendre des décisions éclairées sur la tarification, la production, les investissements, etc. 4. Optimiser la gestion en identifiant les axes d'amélioration et les sources d'inefficacité. Elle permet d'optimiser la gestion de l'entreprise et d'améliorer sa performance globale. En résumé, la comptabilité analytique est un outil de gestion interne qui permet de mieux comprendre le fonctionnement économique de l'entreprise, d'analyser sa rentabilité et d'optimiser sa gestion. Elle est essentielle pour le pilotage de l'entreprise et la prise de décision stratégique. Dans la troisième partie, nous allons aborder le tableau de bord. C'est un outil de pilotage à la disposition d'un responsable ou de son équipe pour prendre des décisions et agir en vue de l'atteinte d'un but qui concourt à la réalisation d'objectifs stratégiques. C'est un outil d'aide au management pour 1. Piloter, c'est-à-dire orienter les évolutions et les effets du fonctionnement d'un système. 2. Animer une équipe en développant une réflexion collective. 3. Organiser dans le but d'utiliser au mieux les ressources. La maquette d'un tableau de bord type fait apparaître 4 zones. La zone, paramètres économiques, cette zone comprend les différents indicateurs retenus comme essentiels. La zone, résultats réels, ces résultats peuvent être présentés par période ou cumulés. Ils concernent des informations relatives à l'activité. La zone, objectifs, dans cette zone apparaissent les objectifs qui avaient été retenus pour la période concernée. La zone, écart. Ces écarts sont exprimés en valeur absolue ou relative. Ce sont ceux du contrôle budgétaire mais aussi de tout calcul présentant un intérêt pour la gestion. Les tableaux de bord sont constitués d'indicateurs qui sont des informations précises, utiles, pertinentes pour le gestionnaire, exprimées sous des formes et des unités diverses. Les fonctions des indicateurs sont multiples: suivi d'une action, d'une activité, d'un processus, évaluation d'une action, diagnostic d'une situation, d'un problème, veille et surveillance d'environnement et de changement. Les instruments les plus fréquents sont les écarts, les ratios, les graphiques et les clignotants. Nous allons présenter les deux types de tableaux de bord les plus couramment utilisés, le tableau de bord de pilotage et le tableau de bord prospectif. 1. Le tableau de bord de pilotage, il est constitué d'un ensemble d'indicateurs définis par consensus, de procédures de collecte d'informations et de procédures d'exploitation, utilisation des résultats. Il permet de répondre aux objectifs de management suivants: évaluer la performance, réaliser un diagnostic de la situation, communiquer, informer, motiver les collaborateurs, progresser de façon continue. 2. Tableau de bord prospectif, TBP, il est également appelé tableau de bord équilibré, en anglais, Balanced Scorecard ou BSC, est une méthode lancée en 1992 par Robert S. Kaplan et David Norton visant à mesurer les activités d'une entreprise en 4 perspectives principales: apprentissage, processus, client et finance. Le tableau de bord prospectif fournit aux dirigeants un cadre de travail complet pour traduire le projet d'avenir et la stratégie de l'entreprise en un ensemble cohérent d'indicateurs de la performance. Le système du management stratégique force les managers à se concentrer sur les métriques qui mènent au succès. Elles équilibrent la perspective financière avec les autres perspectives du client, du processus et des employés. Selon les auteurs, il se compose de 4 axes. 1. Finance, ou bénéfices financiers. Ce que l'on apporte aux actionnaires, comment sommes-nous perçus par nos actionnaires. 2. Client, ou impact client, ce qu'attendent les clients, comment sommes-nous perçus par nos clients. 3. Processus interne, ou processus clé, quel processus apporte de la valeur, quels sont les processus internes dans lesquels nous devons exceller pour réussir. 4. Apprentissage organisationnel et développement, ou capacité stratégique, implication des RH ou de l'infrastructure, comment optimiser notre capacité à changer et à nous améliorer. Nous voilà à la fin de cette vidéo sur le contrôle de gestion. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour la 10e vidéo de la librairie Forme consacrée aux notions de base d'économie. Vous trouverez dans le descriptif ci-dessous
les liens pour accéder à la librairie, passer vos commandes et disposer de plus amples informations. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour bénéficier de nos prochaines vidéos, de liker avec le pouce et de partager autour de vous pour plus d'impact.